Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Donc, on va commencer. Bonjour, avant de commencer, je me présente, professeur Atamnia, oncologue médical. Donc, on va faire aujourd'hui ensemble le traitement médical des cancers urologiques. Normalement, vous connaissez les cancers urologiques. Donc, on va commencer par une introduction. On va faire un plein écran. Oui, un peu basse, donc j'ai montré. Donc, on va faire le traitement médical des cancers urologiques. Donc, on commence par une introduction. Donc, les cancers urologiques sont fréquents en Algérie. Leur diagnostic est souvent tardif. Leur prise en charge, elle est multidisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire multidisciplinaire? Donc, il implique plusieurs spécialités. Donc, elle n'est pas exclusive faite par un urologue ou bien un oncologue ou bien un radiothérapeute. Désactivez vos micro-conférences. Donc, plusieurs armes thérapeutiques selon la maladie. Donc, le traitement de référence pour tous les cancers, c'est la chirurgie avec d'autres associés ou non à d'autres traitements. Donc, il y a plusieurs nouvelles générations de médicaments qu'on appelle la thérapie ciblée, qu'on va voir après, l'immunothérapie, qui ont modifié la prise en charge, surtout dans les formes métastatiques au cours de ces dernières années. Donc, c'est un rappel anatomique. Donc, lorsqu'on parle des cancers urologiques, donc ça concerne le rein, la prostate, la vésicule séminale, testicules, les vessies, l'urètre, donc tout l'appareil urinaire. Essentiellement, on va parler des 4 cancers les plus fréquemment trouvés. C'est le cancer de la prostate, testicule, vessie et le rein. Les autres, ils sont très rares, donc c'est pour ça qu'on ne s'acharne pas à les voir. Donc, on va voir quelques données épidémiologiques. Donc, le cancer de la prostate, c'est le premier cancer chez l'homme qui dépasse les 50 ans. Cancer urologique, bien sûr, parce qu'il vient en deuxième position après le cancer du poumon chez l'homme. Le deuxième cancer, c'est le cancer de... Pardon. Le deuxième cancer, le cancer de la vessie, qui est le deuxième cancer. Pardon. Désolé. Je vais essayer de réduire l'écran. Donc, pour voir votre commentaire, parce que j'ai perdu les commentaires. Comme ça, j'aurai les questions en parallèle. C'est pas grave, donc on va essayer plus tard de voir les questions. Donc, deuxième cancer, c'est le cancer de la vessie, qui est deuxième cancer urologique, avec une prédominance nette masculine, parce que le tabac joue un rôle très important dans la survenue du cancer de la vessie avec les infections. Le cancer du rein est le troisième cancer. Donc, j'ai du mal à faire passer les slides.
Donc, le traitement du cancer urologique, il se base essentiellement, il se fait essentiellement dans une RCP. Donc, si vous avez fait un stage au niveau du service d'urologie ou bien service d'oncologie médicale, vous allez remarquer qu'il y a toujours une RCP. RCP, c'est quoi? C'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est une réunion où elle fait appel à plusieurs spécialistes, donc tels que les oncologues, les urologues, les anapathes, les radiothérapeutes, donc toutes les spécialités concernées par la prise en charge du cancer urologique. Il y a des RCP d'uro, il y a des RCP de digestif, il y a des RCP de sino, de gynéco, donc toute localisation, elle doit bénéficier, surtout toutes ces localisations fréquentes, elles doivent bénéficier d'une RCP. RCP, donc il doit avoir des gens concernés par la spécialité pour discuter la prise en charge d'un malade. Donc, on a dit qu'elle se fait, la décision, elle se fait dans une RCP, dans une réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans cette réunion, il faut savoir que chaque cas, le but de son traitement, il diffère d'un autre cas. Parce que pour les cas où la maladie, elle est localisée, donc votre but est curatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire curatif? Donc, avoir la rémission complète après la chirurgie. Avoir la rémission complète. Donc, on ne parle pas de guérison en matière d'oncologie médicale, on parle de rémission complète. Ça, c'est l'objectif dans les formes localisées qui est complètement différent à celui des formes localement avancées ou métastatiques. Parce que dans les formes localement avancées ou métastatiques, l'objectif, ce n'est pas la rémission, c'est la qualité de vie et la survie globale. Donc, la survie, c'est quoi? Donc, c'est la durée de vie qui peut avoir le malade avec un cancer métastatique. Donc, une survie de 3 mois sans traitement, elle peut être prolongée à 15 mois, à 16 mois, soit un traitement bien adapté. Donc, l'objectif de traitement, il est complètement différent entre une forme localisée ou bien une forme métastatique. Donc, les armes thérapeutiques disponibles dans les cancers urologiques, il y a ce qu'on appelle les traitements spécifiques. C'est quoi un traitement spécifique? Donc, un traitement, comme son nom l'indique, donc spécifique. Il y a les traitements non médicaux et il y a le traitement médical. Il y a aussi une deuxième arme thérapeutique, c'est le traitement non spécifique. On va commencer par les traitements spécifiques. Pour le traitement spécifique, il y a plusieurs armes thérapeutiques. Il y a premièrement l'hormonothérapie. C'est quoi l'hormonothérapie? C'est un traitement qu'on va les détailler par la suite. Donc maintenant, on est en train de les citer. L'hormonothérapie, c'est comme l'on l'indique, c'est une hormone. Donc il y a la chimiothérapie, il y a la thérapie ciblée, il y a l'immunothérapie. Ça, c'est le traitement spécifique. On va commencer par l'hormonothérapie. Donc, bien sûr, l'hormonothérapie, elle ne s'adresse pas à tous les cancers. Elle s'adresse uniquement aux tumeurs hormonosensibles. Qu'est-ce que ça veut dire tumeur hormonosensible? Donc, une tumeur où une hormone, elle est le plus souvent le facteur de risque. Donc, elle est le plus souvent l'agent incriminé dans la survenue de cancer. Par exemple, je vais vous citer quelques exemples de cancers hormonodépendants. Donc, qui sont, par exemple, le cancer du sein, qui est l'oestrogène, il est probablement facteur de risque dans la survenue, donc le cancer du sein, le cancer de la prostate avec le testostérone, le cancer de la thyroïde, donc la majorité de cancers qui sont hormonodépendants. Donc l'hormonothérapie, elle s'adresse à cette catégorie des cancers qui sont hormonodépendants. Donc avant d'être un cancer hormonosensible, il faut être hormonodépendant. Et c'est quoi l'hormonothérapie? L'hormonothérapie, c'est pas donner de l'eau parce que vous allez dire comment on va faire, c'est un cancer qui est dû d'une hormone, donc on va donner une autre hormone. L'autre hormone, c'est la structure. Elle se fait, donc cette molécule, elle va avoir la forme de l'hormonothérapie, mais c'est pas la même action, donc elle va au contraire faire l'action inverse de cette hormonothérapie, que ce soit l'action inverse, que ce soit, quand vous le connaissez. Donc, vous avez vu toujours que toute molécule a un récepteur. Ce récepteur, donc, lorsqu'il va être activé, il est responsable d'une activation ou bien inhibition d'une action. Donc, s'il y a une hormonothérapie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, si on donne, je vais parler de l'oestrogène, si on traite l'hormonothérapie, donc le cancer du sein, il va être un anti-oestrogène. C'est quoi un anti-oestrogène? Donc, c'est une molécule qui se ressemble à l'oestrogène dans sa forme, qu'elle va agir au niveau de facteur de croissance, au niveau de site, le récepteur de l'oestrogène. Donc, en se fixant sur le récepteur de l'oestrogène, donc au lieu d'avoir
l'activation de signal ou bien l'action de la cascade d'événements, donc il y aura une inhibition ou bien stopper l'action de cette cascade. Donc, c'est comme ça a été écrit. Donc, le principe, c'est d'inhiber l'action d'une hormone endogène et donc, par la suite, inhibition de la prolifération des cellules tumorales. Parce que si vous vous rappelez, donc, lorsque vous avez fait en deuxième année, en troisième année, que toute cellule a des récepteurs. Lorsqu'il y aura un récepteur au niveau de la membrane, lorsqu'il y aura une activation d'un récepteur, il y aura une cascade d'événements, que ce soit la prolifération qui est responsable, je parle de cellules normales. Donc, c'est quoi la prolifération? Donc, c'est l'augmentation du nombre, de la taille, c'est la croissance de la cellule. En inverse, donc, il y a le phénomène de antiprolifération. Donc, à un certain moment, il y aura toujours une activation du système inverse. Donc, l'action inverse. Donc, soit en inhibant la prolifération, soit en inhibant le signal antiprolifératif pour y faire l'équilibre. Donc, il n'y a pas toujours une activation de la prolifération, mais il y a une inhibition de l'antiprolifération en cas de nécessité. Il faut savoir aussi, parce qu'avant de comprendre le rôle important de l'inhibition de la prolifération des cellules tumorales, comme vous le saviez, normalement, c'est un rappel que la cellule tumorale a plusieurs caractéristiques. Parmi les caractéristiques les plus importantes d'une cellule tumorale, c'est que la cellule, bien sûr, tumorale, c'est quoi? C'est une cellule anormale qui a eu des modifications. Donc, c'est une cellule normale qui a eu des modifications, elle est devenue anormale. Toutes ces modifications, elles sont soit morphologiques, donc vous connaissez les caractéristiques morphologiques. Désolée. Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais il n'y a pas d'image, docteur. Donc, normalement, c'est bon. Donc, je suis en train de démarrer la vidéo. Pardon, vous m'entendez? Oui, Donc, je vais continuer. Donc, on va voir ensemble le principe de l'hormonothérapie, comme ça a été déjà expliqué. Donc, ça dépend du cancer. Donc, en général, l'hormonothérapie, elle se fait par voie orale.
Donc, c'est pour ça que j'ai mis la photo des comprimés. Donc, en général, c'est la voie orale. Mais actuellement aussi, il y a les nouveaux, des nouvelles générations de l'hormonothérapie qui se font aussi par voie intramusculaire ou bien voie la voie sous-cutanée. Donc, on va continuer. Donc, ça, c'est le principe de l'hormonothérapie. Principalement, on a dit, si on s'intéresse au cancer urologique, donc c'est le cancer de la prostate qui est le cancer le plus touché, le plus concerné, le plus souvent dans leur forme localement avancée ou bien métastatique. Donc, le principe de l'hormonothérapie dans le cancer de la prostate, comme vous le connaissez, donc il y a toujours ça, c'est la forme naturelle. Donc l'axe, il y a l'axe hypothalamique-hypophysaire. Donc, il y a une stimulation de l'hypothalamus, donc sécrétion de l'analogue de LH-RH, qui va agir au niveau de l'hypophyse, LH, la CPH, testicules et la production de testostérone. Donc, qui va agir au niveau de la prostate. Donc, l'hormonothérapie, donc dans un constat, dans le cancer de la prostate, c'est fait l'effet l'inverse. Donc, il y a plusieurs niveaux d'action. Donc, on peut agir au niveau central. Donc, au niveau central, c'est par l'inhibition, la suppression du stimulus hypophysaire. On peut être aussi avoir une action périphérique à deux niveaux, soit en supprimant la synthèse carrément de testostérone par testicule qu'on appelle l'orchidectomie bilatérale, ou bien agir carrément au niveau périphérique, par le blocage de l'action de l'hormone au niveau de son récepteur, au niveau de la prostate. Ce qu'on appelle ici les anti-androgènes, parce que le cancer, donc c'est les androgènes, c'est le facteur de risque pour le cancer de la prostate, donc on va utiliser les anti-androgènes. Donc on a dit c'est une action anti-hormone. Ça c'est pour le principe. Donc il y a plusieurs formes moléculaires, donc médicamenteuses. Donc il y a les analogues de LH-RH, comme on a dit qu'ils ont l'action centrale, telles que la triptorelline, la goserelline, donc Zoladex, si vous vous rappelez de Zoladex, ou bien de Capeptyl. Ça, c'est les noms commerciaux de traitement, les analogues de LH-RH, donc avec une action centrale. Ou bien l'action carrément, on a dit périphérique, c'est les antiandrogènes. Il y a deux types des antiandrogènes. Il y a les antiandrogènes stéroïdiens, qui sont l'acétate de céprotérone, et les non stéroïdiens, le flutamide, l'ibutamide, bicarbonate. Il y a maintenant une nouvelle génération de l'hormonothérapie qu'on appelle l'acétate d'abiraterone et l'oxalutamide. Ça, c'est juste, il faut savoir les grandes lignes. Donc, il faut savoir le groupe. Donc, il faut savoir qu'il y a les analogues de LH-RH, qu'il y a les antiandrogènes dans leur forme stéroïdienne et non stéroïdienne, et il y a ceux qui sont de nouvelle génération. Donc, deuxième arme thérapeutique, donc c'est la chimiothérapie. C'est quoi la chimiothérapie? Normalement, vous connaissez la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un médicament qui se fait que ce soit par voie intraveineuse ou bien la voie orale. Donc, il y a les deux formes de la chimiothérapie. C'est quoi la chimiothérapie? Ce sont des substances qu'on utilise, qu'on appelle les substances cytotoxiques. C'est quoi cytotoxique? Comme leur nom l'indique, cyto, c'est la cellule, toxique, donc ce sont des substances toxiques pour la cellule qui vont inhiber ou bien les cellules cancéreuses. Donc, ils vont bloquer la division cellulaire, ayant par conséquent une inhibition de la croissance tumorale. Donc, parmi les caractéristiques, parce que j'étais en train de vous expliquer que c'est quoi le principe, que ce soit le mécanisme d'action de cellules cancéreuses. La cellule cancéreuse, on a dit que c'est une cellule qui a subi des modifications morphologiques et surtout fonctionnelles. Parmi les caractéristiques fonctionnelles des cellules cancéreuses, c'est qu'il y a une activation permanente de signal de prolifération. Donc, une activation permanente et irrégulière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au bout d'un certain moment, tu n'auras jamais l'apoptose, avec une inhibition de l'apoptose. C'est quoi l'apoptose? Donc, c'est la mort naturelle de la cellule. Malheureusement, le cancer ou bien la cellule tumorale, elle possède l'activation exagérée de la prolifération sans avoir la mort naturelle. Donc, c'est pour ça, après un certain moment, l'hémostasie, donc, qu'on connaissait, normalement, au bout d'un certain moment, le nombre de cellules dans un organe, elles sont stables. Donc, il y a la prolifération, au parallèle, il y a l'apoptose. Mais pour une tumeur ou un cancer, il y a toujours la prolifération, mais il n'y a pas de l'apoptose. C'est pour ça qu'on aura un magma de cellules, donc un nombre plus important de cellules dans un organe,
donc dans une partie de l'organe où il y a toujours la prolifération, la prolifération, la prolifération. Donc, la prolifération, la prolifération, la prolifération, elle va donner un magma. C'est quoi un magma? C'est un ensemble de cellules qu'on va les avoir, par exemple, dans un organe, donc ils font une masse. Cette masse, c'est ce qu'on appelle la tumeur. Donc, la tumeur, il faut savoir qu'il y a des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes, bien sûr. Donc, la tumeur bénigne, c'est les caractéristiques malignes, bénigne, et maligne, c'est les caractéristiques malignes. Donc, il faut savoir que la chimiothérapie, donc, elle va essayer d'inhiber cette croissance donc, cellulaire. Malheureusement, que la chimiothérapie, elle n'est pas spécifiquement au bas de la tumeur, mais elle touche aussi les cellules des autres organes, les cellules saines des autres organes qui sont en division. Donc, c'est pour ça qu'il y a une toxicité importante. Malheureusement, elle touche le sein et le malade. Donc, il y a plusieurs indications de la chimio. Il y a la chimio qu'on utilise en néoadjuvant, qu'on appelle c'est la chimio avant la chirurgie. Il y a la chimio adjuvante qu'elle se fait après la chirurgie. Il y a la chimiothérapie palliative. Donc, l'objectif de chaque chimio est différent. Donc, dans le néoadjuvant, c'est bien sûr réduire la taille tumorale. Donc, elle se fait essentiellement dans le cancer de la prostate et de la vessie. Cette chimio néoadjuvante, elle peut être seule, comme elle peut être associée à la radiothérapie, qu'on appelle le concomitant. Donc, ici, dans le cancer de prostate, si on ne veut pas opérer, donc si on veut réduire la taille, que ce soit du cancer de la vessie ou bien de la prostate avant de l'opérer, il faut faire la radiochimiothérapie concomitante, donc associée. Il y a la chimio adjuvante où l'objectif, elle se fait après une chirurgie, c'est détruire le micrométastase. Donc, s'il y a des cellules qui sont échappées après la chirurgie, on va essayer de les détruire donc, et diminuer les risques de récidive par la suite et les métastases. Par contre, la chimio palliative, c'est une situation métastatique où la maladie est disséminée partout dans le corps. Donc, l'objectif ici, c'est pas ni réduire, ni prévenir, c'est augmenter la survie et améliorer la qualité de vie. Donc, plusieurs molécules, j'ai insisté de mettre uniquement les molécules qui trouvent leur place dans les cancers urologiques, tels que les taxanes, qui sont le docetaxel, le paclitaxel, surtout dans le cancer de la prostate, les sels de platine, qui sont les cisplatines et carboplatines dans le cancer de la vessie et testicule, les toposides, gemcitabine. Ça, c'est pour la chimiothérapie. Il faut savoir que la chimiothérapie a beaucoup d'effets secondaires. On a dit qu'elle a une toxicité importante vu son action sur la cellule normale et la cellule saine. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de toxicité. Essentiellement, elle est digestive, les nausées, les vomissements, les diarrhées, les mucites. Hématologique, c'est les anémies, les leuconeutropénies, les thrombopénies, les alopécies, la toxicité rénale telle que l'insuffisance rénale, le syndrome main-pied et la toxicité neurologique. C'est pour ça qu'on ne traite pas uniquement dans l'oncologie par les traitements spécifiques, on a recours toujours à un traitement non spécifique. Donc, on a toujours le passage à un traitement non spécifique pour aider le malade à supporter son traitement et continuer son traitement spécifique. Donc, troisième arme thérapeutique, c'est la thérapie ciblée. C'est quoi la thérapie ciblée? Donc, c'est cible. Elle cible. Donc, c'est quoi? Elle cible quoi? Donc, on a dit que la chimio, elle détruit la cellule. Donc, elle agit au niveau de la cellule elle-même. Donc, la cellule, elle est là, elle est en phase de prolifération en essayant de la détruire par la chimiothérapie. Cette chimio, elle a prouvé son inefficacité par rapport à quelques cancers. Par exemple, on traite par chimio, mais ça ne donne rien. Pourquoi? Parce que la cellule elle a la capacité de résister aussi à la chimio. Donc, elle est là, elle résiste, donc elle reste. Donc, c'était ça l'objectif de développement de la thérapie ciblée. Donc, ils disent si la cellule, elle est là, mais sachant qu'une cellule cancéreuse, on a dit qu'elle a des modifications morphologiques. Parmi les modifications les plus importantes morphologiques, c'est la néoangiogénèse. C'est quoi la néoangiogénèse? Donc, c'est la formation des nouveaux vaisseaux. Donc, là, pour qu'elle puisse vivre, donc elle ne peut pas se contenter uniquement de supports protidiques ou bien glucidiques qui viennent de la cellule avec les vaisseaux anciens. Donc, comme c'est une masse importante qui nécessite le développement permanent, donc elle nécessite bien sûr un truc plus développé du système vasculaire. Donc, c'est pour ça qu'elle a la capacité de développer un système vasculaire spécifique pour elle, comme ça pour qu'elle puisse avoir le maximum de traitement, de glucose. Donc, c'est pour ça l'intérêt de la thérapie ciblée. Ils disent, pourquoi pas, si en essayant de détruire la vascularisation
tumorale, elle n'aura pas les aliments nécessaires pour pour croître, donc pour se développer. Donc, il y aura par la conséquence une mort programmée et naturelle. C'était ça le principe de la thérapie ciblée. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que ce sont des composants dirigés contre la carcinogénèse et la croissance tumorale, mais d'une manière plus spécifique, soit agissant au niveau de récepteurs de la prolifération, soit au niveau du facteur de l'angiogénèse. Donc, je vous ai mis une image expliquant l'angiogénèse et comment on va essayer de la détruire par une action anti-angiogénique. Donc, si vous voyez à gauche, il y a une tumeur très vascularisée, richement vascularisée. Si on va donner les anticorps qui sont de la thérapie ciblée, il y aura une diminution progressive de la vascularisation, aboutissant à la fin une disparition presque complète des vaisseaux et la mort par conséquent. Cette thérapie ciblée n'est pas utilisée ni seule, le plus souvent, ni associée à la chimio. On peut faire les deux en même temps. On peut faire la thérapie ciblée avec la chimio, comme on peut utiliser la thérapie ciblée seule. Donc, il y a plusieurs molécules, bien sûr. Il y a le bevacizumab, il y a sunitinib. Leur nom, la nomination, elle est un peu difficile, mais avec le temps, si vous faites l'oncologie, vous allez voir avec le temps, vous allez voir que c'est facile. Donc, ils ont le même tinib, MAB, donc c'est ça, c'est la thérapie ciblée. Ils ont une nomination presque identique, c'est le IB et le MAB. Donc, bevacizumab, sunitinib, sorafenib, pazopanib, cabozantinib, axantinib. Et chaque molécule a une indication, bien sûr, spécifique pour un cancer bien déterminé. Donc, quatrième arme thérapeutique, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, il faut savoir que l'immunothérapie, il y a deux volets de l'immunothérapie. Il y a l'immunothérapie ancienne, qui est classique, il y a l'immunothérapie active. Donc, l'immunothérapie, donc, ce que vous êtes en train d'entendre maintenant dans les TV, les médias, donc l'immunothérapie en Algérie, un traitement innovant dans le monde. Dans le monde, l'Algérie n'a pas encore d'immunothérapie, et c'est vrai. Mais on parle de l'immunothérapie active, la nouvelle immunothérapie, les nouveaux médicaments et les nouvelles molécules. Parce que l'immunothérapie, il y a l'ancienne immunothérapie qui est la BCG-thérapie, qui est un traitement qui existe, mais c'est un traitement qui est destiné pour les tumeurs vésicales qui sont superficielles, qu'on fait directement après la chirurgie. Si vous avez fait le cancer de la vessie, vous voyez que donc là, l'indication juste après la chirurgie chez les patients qui présentent des facteurs de risque de récidive. Donc, elle s'est fait uniquement pour les tumeurs non infiltrantes. Qu'est-ce que ça veut dire non infiltrantes? Donc, superficielles. Par contre, les autres immunothérapies, comme vous le voyez, qu'on appelle maintenant le pembrolizumab, l'atezolizumab, nivolumab, ça, c'est des molécules qu'on ne dispose pas pour le moment en Algérie. Mais ils ont eu la même, et comme ils sont des molécules très, très, très chères, donc on n'a pas pu avoir leur indication encore en Algérie. Utilisation, ce n'est pas indication, parce que la même a été posée, mais leur utilisation, elle est toujours en instance parce qu'elles ne sont pas encore disponibles en Algérie. Ces molécules qui sont le pembrolizumab, ces nouvelles molécules de la thérapie ciblée, de l'immunothérapie, ce que vous êtes en train d'entendre maintenant et on parle de l'immunothérapie, c'est ça, c'est le pembro, l'atezolizumab, novolumab, ce sont des molécules qui ont l'indication maintenant dans les formes métastatiques. C'est pas comme la BCG-thérapie, c'est l'indication dans le traitement des formes superficielles, préventives. La nouvelle immunothérapie, elle a une action dans les formes métastatiques. Donc, c'est plus compliqué et c'est plus innovant par rapport à l'ancienne immunothérapie. Et c'est quoi le principe de l'immunothérapie? Donc, comme la science, elle est toujours en développement, ils sont toujours en train de chercher les étiologies des cancers, son mécanisme d'action. Donc, il faut savoir que l'immunothérapie, donc, ils vous disent que après chaque cancer, donc il se développe, ils ont constaté que le cancer il est dû à un manque de développement du système immunitaire. Donc ils ont eu l'idée, pourquoi si on active, on stimule le système de défense immunitaire, peut-être qu'on aura une réponse plus favorable par rapport aux autres armes thérapeutiques. Donc si on a dit qu'il y a un traitement spécifique, on a aussi un traitement non spécifique.
qu'il est toujours associé au traitement d'un cancer. Donc, c'est pour ça, si on parle d'un cancer traitement médical, on doit toujours parler de traitement non spécifique, qui est le traitement contre la douleur, le traitement contre l'infection, le traitement contre les effets secondaires de la chimiodigacité et l'apport psychologique. La douleur, comme vous le connaissez tous, donc il y a les 3 paliers, 1, 2, 3, avec l'utilisation des antalgiques, puis 2, l'opioïde faible et 3, l'opioïde fort. Donc, l'infection, c'est l'antibiothérapie et la chimiothérapie, chaque avec un traitement symptomatique, nausées, vomissements, les mucites, chaque effet secondaire, il a son traitement symptomatique adéquat. Donc, et surtout, il y a les biphosphonates. C'est quoi les biphosphonates? C'est un traitement qui se fait par voie intraveineuse. Il fait pour traiter et prévenir les complications de métastases osseuses. En neurologie, il y a le cancer de la prostate et le cancer du rein, ce sont des cancers ostéophiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ostéophile? Donc, ils donnent des métastases osseuses. Cette métastase osseuse, elle peut donner des complications très sévères telles que la douleur, les fractures, les compressions, les hypercalcémies malignes. L'intérêt d'utilisation des biphosphonates en cas de métastase osseuse, que ce soit dans le cancer du rein, cancer du prostate ou même tout autre cancer. Donc, c'est le même traitement pour les métastases osseuses, c'est les biphosphonates. Les indications, donc on résume, les indications pour la prostate, il faut toujours commencer par une hormonothérapie qu'elle peut avoir une indication en association avec la radiothérapie dans les formes localisées, ou bien administrer après chirurgie pour prévenir les rechutes, ou bien utilisé en cas de rechute biologique dans les formes localement avancées ou métastatiques peu symptomatiques. On peut avoir aussi le recours à la chimiothérapie s'il y a échappement hormonal. Donc, le cancer de la vessie, pour les tumeurs superficielles, on a dit que c'est la BCG-thérapie. Et la mitomycine, qui est une drogue de chimio, qu'on l'utilise après la résection s'il y a facteur de risque de récidive. Pour les tumeurs infiltrantes, donc qui sont profondes, c'est la chimiothérapie ou bien l'immunothérapie. Pour le cancer du rein, il y a dans le traitement uniquement dans les formes métastatiques parce qu'il n'y a pas d'indication dans les formes localisées. Le traitement il se base uniquement sur la chirurgie. Par contre, dans les formes métastatiques, il y a la thérapie ciblée et l'immunothérapie. Et derrièrement, donc, dans le cancer des testicules, donc chimiothérapie, que ce soit dans adjuvant ou bien métastatique. Donc, pour conclure, il faut savoir que le cancer urologique est sans fréquent en Algérie, souvent le prostate, prise en charge adaptée, discutée en RCP, des nouveaux traitements, nouvelles hormonaux, nouvelles chimiothérapies ciblées immuno, ont modifié la prise en charge et leur pronostic par conséquent. Merci pour votre attention. J'aimerais bien savoir si vous avez des questions. Il nous reste quand même 7 minutes. Je veux voir si vous avez des questions à poser. Donc, je ne sais pas si... Vous n'avez pas de questions? Je ne trouve pas les questions, donc c'est pour ça que je suis en train de chercher. Désolée, mais je ne trouve pas les questions. Ah bon, les questions, je ne trouve pas les questions, donc j'étais en train de vous chercher. Donc, où je trouve les questions, parce que... Ok, et voilà. Voilà, très bien, merci. Donc, s'il vous plaît, la durée de la toxicité de la scintigraphie osseuse. Donc, la durée de toxicité de la scintigraphie osseuse. La scintigraphie osseuse, c'est un moyen de diagnostic pour les métastases osseuses. Donc, elle n'a pas de toxicité, comme c'est une exploration qui se fait au niveau de médecine nucléaire. Donc, on peut faire une scintigraphie osseuse chaque 6 mois.
Donc, c'est comme l'IRM, comme le scanner. Donc, c'est à cause du produit de contraste, l'iode qu'elle utilise. Donc, on ne peut pas s'amuser de faire une scintigraphie osseuse chaque moins de 6 mois. Mais on fait une scintigraphie osseuse chaque 6 mois. L'RCP, c'est quoi? L'RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, on fait la réunion de tout le monde. Non, c'était clair, merci. La radiothérapie, c'est une arme thérapeutique que vous allez voir avec Dr Naoun. Donc, c'est une autre arme thérapeutique. C'est pas de l'oncologie médicale, c'est pas de traitement médical. Vous allez voir, vous allez faire un traitement qui se fait, le traitement radiothérapie par Dr Naoun. Est-ce qu'il faut faire le Zometa pour un cancer de prostate osteocondensant? Bien sûr, donc voici la lésion osseuse secondaire. Elle peut être ostéocondensante comme elle peut être ostéolytique. Le plus souvent dans le cancer de la prostate, ce sont des lésions ostéocondensantes. Mais c'est pour ça qu'on doit faire Zometa. Zometa, c'est l'acide zolédronique, donc c'est les biphosphonates que j'étais en train de vous parler. Donc on doit faire, c'est pas ce qu'on peut faire. On doit faire les bisphosphonates en cas de cancer de prostate. Ostéocondensant, qu'est-ce que ça veut dire ostéocondensant? Donc métastatique. Donc l'ostéocondensation, c'est l'aspect radiologique qui va apparaître lors d'un cliché, lors d'une métastase. Donc c'est pour ça. Donc si la scintigraphie nous confirme que ce sont des lésions secondaires, il faut faire les bisphosphonates qui sont Zometa. Zometa, c'est le nom générique, donc je préfère que vous dites les biphosphonates qui Zometa, c'est l'acide parce que les biphosphonates, plusieurs générations. Zometa, c'est une des générations qu'on appelle l'acide zolédronique. C'est pour ça, oui, on doit faire les biphosphonates en cas de métastase, que ce soit la prostate, le rein, le sein. Donc, il y a plusieurs cancers ostéolytiques donc, dans les métastases, tels que le rein, le sein, la prostate, les myélomes, la thyroïde. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a comme question. Est-ce que vous avez d'autres questions? De connexion, il y a une coupure, pas d'image. Ah oui, mais pas d'image. Donc,